MGT, on va faire l'anagramme. C'est possible de passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Et voilà, qui sommes-nous encore après? Voilà. Donc, elle est composée de notre chef de service, le professeur Laure de Decker, qui est présente, de moi qui suis la coordinatrice territoriale de l'EMGT sur les 24 communes de la métropole, de notre médecin chirurgiatre Mathilde Lacrampe, et bien sûr de nos 2 IPA, donc infirmières à pratique avancée. Si jamais vous avez des questions sur cette nouvelle profession, n'hésitez pas à poser les questions en fin de présentation de Véronique Aubin et de Christine No. Et on en a une 3e qui arrive en septembre, Marion Frechet, et une travailleuse sociale dans l'idée d'accès au droit à la santé et en général l'accès au droit tout court par rapport aux différents publics que nous pouvons rencontrer. Et on peut passer sur qu'est-ce que l'EMGT et pour qui surtout. Donc, qui peut bénéficier de ce dépistage? Alors, nous avons mentionné qu'il était gratuit, mais il est pris en charge par l'ARS. Le but est de toucher les personnes de 75 ans et plus, qu'elles soient autonomes, c'est-à-dire qu'elles vivent chez elles, qu'elles ont un médecin traitant et qu'elles habitent dans la métropole nantaise. Comme notre champ d'action concerne uniquement les 24 communes. On va pouvoir passer à la slide suivante. Et ce bilan a pour but, voilà, et ce qui est très intéressant de le faire, c'est de chercher les premières fragilités. Quand on parle de chercher les premières fragilités, même si on se sent en forme à 75 ans, c'est toujours bien de faire un bilan qu'on peut aussi traduire auprès de votre patientèle comme un dépistage dans le but de prévenir les premières fragilités. Ce bilan permet de réduire la perte d'autonomie, le taux d'hospitalisation, le recours à l'institutionnalisation type EHPAD, hôpitaux, et puis surtout diminuer de 35% les effets secondaires médicamenteux sévères. Donc en fait, ce bilan, il a pour but que les personnes vieillissent le mieux possible chez eux dans les meilleures conditions. Sachant que les plus de 60 ans sont majoritaires en France métropolitaine, maintenant, c'est la première population, il est important aussi qu'on puisse accompagner nos aînés au fur et à mesure. Et ce bilan en fait partie, tout simplement pour prévenir. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler d'une évaluation, d'un bilan ou d'un dépistage, comment vous sentez auprès de votre patientèle, ce qui peut faire mouche pour le faire. C'est toujours intéressant. Est-ce qu'on pourrait passer à la slide suivante? Et ce bilan, voilà, qu'il est réalisé en 1h15, 1h45, tout dépend comment se passe le relationnel avec nos IPA. Il se passe dans différents lieux de la métropole, toujours dans l'idée que ça soit au plus près du patient et de la patiente. Et pendant ce bilan, différentes thématiques sont abordées, les maladies, le traitement, la nutrition, parce qu'on ne se nourrit pas à 60 ans comme à 75 ans ou à 90 ans. Le but est justement de les accompagner. La performance physique, parce qu'ils ont une activité type gym douce, ça peut être même du jardinage. On a beaucoup aussi de sports adaptés qui arrivent, y compris dans les maisons de santé, mais aussi des maisons de sport santé. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir les mettre en lien, le cognitif, l'autonomie et la vie sociale, s'ils ont des relations avec l'extérieur, est-ce qu'ils ont de la famille, est-ce qu'ils connaissent les associations, est-ce qu'ils connaissent aussi leurs droits. C'est pour ça qu'après le bilan, nos IPA peuvent proposer l'aide d'une assistante sociale qui peut échanger de toutes ces possibilités, parce que Nantes Métropole regorge d'un tissu associatif assez fort et de différents dispositifs qu'il faut faire connaître, les douleurs et bien sûr l'essence. Tout ça est bien sûr échangé avec le patient. Et à la fin de ce bilan, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et l'infirmière écrit une évaluation avec des préconisations qu'elle transmet à son médecin traitant. Et puis, s'il y a 2 fragilités qui ont été diagnostiquées, elle peut proposer un rendez-vous à 3 mois pour faire le bilan, et toujours en partenariat avec le médecin. Et pour prendre rendez-vous, toujours dans l'idée d'aller vers et de faciliter la patientèle, le numéro de téléphone et l'adresse email. Nous, ce qu'on propose aussi, c'est des interventions dans
différentes associations type Orpan ou centre socioculturel, où à la fin de la réunion, nous pouvons prendre aussi des rendez-vous directement. Et puis, pour vous, ce qui peut vous intéresser, je vais passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Nous, notre idée, c'est en vous proposant ce type de dispositif et d'être partenaire du CHU pour que vous puissiez être relais de ce dispositif, c'est de vous mettre à disposition une fiche mémo, de savoir ce que c'est, y compris pour vos collaborateurs et les préparateurs en pharmacie. Bien sûr, les supports visuels avec les numéros de téléphone, les QR codes. Et puis, on peut aussi voir des liens d'action de sensibilisation avec vous, des partenaires, des collectivités. Et puis, dans l'idée aussi de construire, pourquoi pas, un parcours patient, c'est que si vous en êtes d'accord, vous pourrez mettre dans le chat l'idée de construire un parcours patient, main dans la main avec vous, dans vos officines pour savoir ce qui convient le mieux et comment vous êtes à l'aise avec ce dispositif. C'est un très beau dispositif qui a été monté. C'est une vraie plus-value pour notre territoire aussi d'accès aux soins. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante ou aussi, voilà. Donc, quand je vous disais qu'on était au plus près des territoires, c'est qu'on intervient sur les 24 communes. Nos locaux sont mis à disposition dans différents lieux de l'agglomération nantaise, avec principalement sur Nantes, Rezé, Sainte-Luce-sur-Loire, Orvaux et dans les maisons de santé aussi. L'idée, c'est aussi de les développer. Donc, c'est pour ça qu'on développe nos partenariats. Et puis, aussi des relais proximité dont vous faites partie dans l'idée de mieux vieillir, car on sait que vous êtes la première source d'information santé au plus près de nos territoires, dans les différentes villes, qu'elles soient de grande taille ou de petite taille. Donc, il était pour nous pertinent et fort intéressant de pouvoir vous présenter ce dispositif. Je ne sais pas si, Laure, tu veux rajouter quelques mots. C'est de se dire que toute une partie de la population qui n'est pas traitant, qui ont peu de pathologie ou qui ont des renouvellements de compétences ou des aidants qui viennent à la pharmacie pour chercher les médicaments de leur et personnes qui passent le radar, ce sont après 75-80 ans, les études le montrent, 70% de personnes qui sont fragiles ou préfragiles. Et nous, on a démontré qu'on pouvait renverser cette préfragilité ou fragilité, hein, qui est, on ne peut pas revenir sur les slides, mais qui est associée à beaucoup de problématiques de santé. On se doit maintenant de les dépister, et au-delà de les dépister, parce que dépister sans rien proposer, ça n'a aucun intérêt, on se doit d'essayer de renverser ces fragilités pour éviter la perte d'autonomie. Et classiquement, cette patientèle-là, finalement, on se rend compte que les médecins généralistes nous envoient des patients qui sont déjà au-delà des fragilités, en fait, ils ont déjà des troubles, et qu'on se doit, et c'est vrai que le milieu associatif est une possibilité, mais on pense aussi aux pharmaciens pour pouvoir proposer ces dépistages à leurs personnes, hein, parce que ce n'est même pas des patients, ce sont des personnes que vous voyez, pour lesquelles vous vous dites mais il est super bien, et peut-être qu'on pourrait quand même faire qu'il soit encore mieux pour éviter qu'ils perdent de l'autonomie. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver les bons parcours de patients, sachant qu'en fait, chez les patients de plus de 60, chez les personnes de plus de 75 ans, à l'heure actuelle, on ne propose rien quand ils ne sont pas malades ou quand ils ne sont pas dépendants. Finalement, tous les axes de santé qui sont développés sont pour les personnes, les 30% de personnes, entre 20 et 30% de personnes qui sont très polypathologiques, etc., etc. Et rien finalement pour les personnes qui sont plutôt pas mal. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que vous pourriez être un acteur important pour proposer, hein, l'idée c'est de proposer à ces personnes un dépistage
Et puis vous, ce dépistage, vous pourriez aussi y avoir accès et nous aider aussi à proposer à ces personnes la vaccination, par exemple, parce que ça c'est un axe de prévention qu'on fait avec l'équipe mobile gériatrique de territoire, la nutrition adaptée, effectivement l'activité physique, etc., etc. Et donc proposer des actes de prévention permettant que le raz-de-marée des personnes âgées qui va arriver soit le mieux géré possible pour finalement être le moins dépendant possible sur un temps le plus court possible. L'objet, il est là, hein, c'est que on soit en fin de vie que très peu de temps dans sa propre vie et qu'on soit autonome le plus longtemps possible. Voilà un petit peu, et je vous parlais de la recherche tout à l'heure. Vous comprenez que cette action est menée est financée par l'ARS, mais aussi par la commune. L'objet, c'est actuellement sur la Vendée et la Loire-Atlantique de pouvoir prouver que cette action de prévention a un intérêt sur un élément, parce que quand on fait de la recherche, il y a un élément qui est important, c'est la chute. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on va avoir une diminution du risque de chute et des chutes surtout, qu'elles soient graves ou peu graves chez le sujet âgé, mais aussi montrer l'implémentation d'un nouveau métier qui est l'infirmière de pratique avancée. Et puis économiquement, voir s'il y a moins de recours à la médecine, aux hospitalisations, aux urgences, ou peut-être plus, hein, parce que ça se trouve, on va dépister des troubles visuels, des troubles auditifs, mais enfin en tout cas différents chez le patient de plus de 75 ans. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et j'espère que vous en aurez. Oui, bonjour Alain Guillemino, je suis pharmacien, oui. Membre de l'URPS et d'Aloire. En fait, quelle est la relation entre le MGT et par exemple d'une part les CPTS qui sont sur le territoire de la métropole, et puis vous devez connaître ICOP, qui est un article 51 qui se développe par l'intermédiaire justement de CPTS, justement qui est la détection de la fragilité des personnes âgées. Donc on est au step 1 pour l'instant, qui concerne d'ailleurs le pharmacien. Voilà, comment se coordonnent vos interventions par rapport à tout ça, quoi, en fait. Ah, je vous entends pas, madame. Madame de Decker, il va falloir rallumer votre micro. Je le coupe pour éviter les larcènes entre les deux. Vu que vous m'aviez coupé le micro, c'est pour ça. Donc, nous travaillons beaucoup avec les CPTS, hein, puisque nous avons 18 sites et sur les sites des CPTS. Donc, évidemment, on est en grande articulation avec les CPTS. La Fédération de médecine générale travaille avec nous dans le développement du projet de recherche. Donc, les choses sont très bien calées, il n'y a pas de problématique. En ce qui concerne ICOP, bien entendu, ICOP est fait lors de l'évaluation gériatrique, mais au-delà de ça, l'objet actuellement d'ICOP, c'est du dépistage. Nous, ce qu'on se propose, entre autres, par exemple, pour que vous déterminiez quel patient vous pourriez nous envoyer, c'est de vous proposer que ICOP, par exemple, soit fait par le patient dans votre pharmacie par lui-même. Ça peut être un auto-questionnaire, et que si il y a plus de 2 pathologie, mais ça, il faut qu'on travaille ensemble sur ce que vous vouliez, sur le parcours, et vous l'envoyez à l'équipe mobile gériatrie de territoire. On travaille beaucoup avec ICOP, avec Toulouse, hein, puisque c'est Toulouse qui a déclenché ICOP. Et en fait, l'équipe mobile de gériatrie de territoire a la particularité d'avoir un suivi, et d'avoir un suivi en particulier des préconisations. ICOP, à l'heure actuelle, est resté sur un dépistage en step 1, et si vous le savez, en step 2 après, pour l'instant, malheureusement, les patients dépistés n'ont pas de parcours de soins, ce qui est éthiquement critiquable. En ce qui me concerne, c'est mon point de vue, en tout cas dans les Pays de la Loire. Et du coup, l'objet, c'est de se dire que l'équipe mobile gériatrique de territoire va pouvoir faire le step 3 quand le patient, finalement, aura en step 1, en dehors de la vision et de l'audition, 2 pathologies. C'est ce qui est proposé par le gérontopole. Hein. On est vraiment dans l'équipe de territoire et rentre vraiment dans le dispositif global
il n'y a pas de concurrence, il n'y a absolument pas de… Voilà, chacun dans ses activités. Évidemment, si quelqu'un a un step one qui est positif, mais par exemple sur l'audition, il n'est pas question d'appeler l'équipe mobile gériatrique de territoire. S'il est positif sur une perte d'autonomie, enfin sur une condition isolée, rare, il n'est pas question d'appeler équipe mobile gériatrique de territoire. Évidemment, il y a des recours sur le territoire qui sont des recours à… je ne sais pas, un nutritionniste, une diététicienne, etc. etc. L'objet, c'est de voir vraiment à l'équipe mobile gériatrique de territoire des patients qui ont un step one pathologique, mais pour autant, il faut quand même que ça reste des patients autonomes, parce que si on est sur du polypathologique, déjà avec des dépendances, chuteurs à répétition, en fait, on sera plutôt sur l'hôpital de jour qu'on propose. Là, c'est vraiment quelque chose qui est à l'interface entre le patient vigoureux, entre le patient qui a une polypathologie et des pertes d'autonomie. Nous, on est au milieu. C'est-à-dire ceux, encore une fois, qui ne sont pas, à qui on ne propose rien. Très bien, merci. Et c'est pour ça que les médecins généralistes ont du mal à nous les envoyer, parce qu'au final, quand on les interroge, ils nous disent « mais en fait, c'est des gens qu'on ne voit pas. C'est des gens qui ne viennent pas parce qu'ils vont bien. Mais pour autant, c'est quand même des gens qui vieillissent. Et qui peuvent avoir… Qui vont bien, qui ont quand même sûrement des pathologies chroniques quand même. Ça peut, mais vous savez, quand vous avez une hypertension artérielle, puis je ne sais pas, une dyslipidémie, vous voyez, et puis tout est stable, vous voyez votre médecin une fois dans l'année. Hein. Alors qu'on sait que ces patients-là peuvent très bien avoir une hypotension orthostatique, avec des chutes, un début de troubles neurocognitifs, etc. etc. L'objet, c'est d'essayer de… Effectivement, on est bien d'accord, hein, après 75 ans, c'est 5 comorbidités qui peuvent aller de la cataracte à l'arthrose, etc. L'objet est de se dire qu'on on va pas aller dépister les comorbidités, parce que ça, ce n'est pas le métier de l'IPA, même si elle peut les suivre, mais c'est vraiment de dépister les fragilités. J'ai une autre question aussi. Alors, donc, on fait appel à l'équipe et donc qui intervient auprès de la patiente ou du patient. Oui. Donc, vous faites un diagnostic, voilà, et par exemple, vous l'orientez vers la nutrition. Mais je voulais savoir que dans l'autre sens, est-ce qu'on a une information qui est donnée de votre bilan, en fait? Voilà, l'objet, c'est de se dire qu'évidemment, quand vous allez orienter quelqu'un, alors après, ça va être votre choix. Nous, on se dit, est-ce que vous proposez à votre patientèle de scanner le gramme et que ça soit lui qui faille son ALCOP? En tout cas, il y a besoin quand même, il y a vraiment besoin qu'on travaille. On n'a pas voulu travailler le parcours sans vous en parler avant et sans qu'on sache comment vous voulez qu'on fasse le parcours. Je pense que le parcours, il peut être multiple. Et après, nous, on travaille actuellement pour il y a évidemment une évaluation gériatrique qui est envoyée avec les préconisations aux médecins traitants. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit, et c'est ce qu'on fait actuellement, qu'il soit mis dans le DMP pour que vous puissiez l'avoir, bien entendu. L'objet est de se dire aussi que vous êtes un acteur de soins et que si vous pensez qu'il y a peut-être lieu de proposer cela, que vous ayez vous aussi dans les mains le résultat de façon à aussi à proposer à la personne des choses, bien sûr. Bien sûr. Parce que pour le pharmacien, ce serait quand même intéressant d'avoir un retour. C'est indispensable même, mais ça, on le travaille, c'est une évidence. C'est-à-dire que l'objet, c'est aussi que, encore une fois, vous avez compris qu'ICOP, je trouve ça extraordinaire et très, très bien, sauf que là, je trouve qu'en fait, on dépiste et puis derrière, on ne fait rien. Et là, j'espère qu'on va très vite aller en step 2, step 3 et qu'on va aller sur des parcours. Parce qu'en fait, c'est pareil, si vous nous envoyez des gens, qu'on voit le courrier médecin traitant, que le médecin traitant ne l'a pas vu, parce que ce n'est pas lui qui a envoyé, puis finalement, ça ne sert pas à grand-chose, l'intérêt est limité. Après, on est sur des gens autonomes. Donc, l'objet aussi, c'est de faire de la prévention en leur disant, vous allez voir votre pharmacien et vous allez avoir des vaccinations, sachant que, par exemple, les IPA ont le droit de prescrire une vaccination et donc peuvent très bien prescrire la vaccination et venir vous voir avec la prescription de la vaccination. Elles ont le droit aux prescriptions de compléments alimentaires, elles ont le droit à plein de choses. Alors, maintenant, les pharmaciens peuvent prescrire. Tout à fait. En plus, les pharmaciens peuvent prescrire. Et peut-être que vous connaîtrez beaucoup mieux et probablement la personne que l'IPA et que vous arriverez à convaincre la personne plus que l'IPA sur la vaccination. Donc, il est évident que l'objet, c'est… alors, évidemment, c'est vous donner aussi…
une responsabilité sanitaire, mais quelque part, enfin moi j'ai mon frère et ma sœur pharmaciens, alors ça m'aide beaucoup. Hein. On en parle beaucoup finalement. Je veux dire, tout le temps vous donnez des avis, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Un patient sur 2, il va chercher un médicament, puis l'autre patient, il vient parce que sa fille, elle a mal à l'oreille, et puis elle a 39, et puis voilà, puis on est sur le lieu de vacances, et puis ou alors, etc., etc. En fait, vous êtes quand même un acteur de santé qui est quand même en première ligne très, très souvent. Donc, l'idée, c'est de confirmer ça en ayant finalement pas que de la pathologie chronique ou de la pathologie aiguë, mais avoir des éléments de fragilité. Puisque nous, on va s'intéresser à surtout ces éléments, mais qui sont, on le sait, hein, des starters pour partir en comorbidité ou en dépendance. Merci. Je vous en prie. On a besoin de vous, en fait. Et je pense que les gens ont besoin de nous et de vous, ou de vous et nous, comme vous le voulez. Parce que le mur, vous savez, c'est 2030. Hein. Si on ne fait pas de prévention, et en France, malheureusement, ce n'est quand même pas la chose la plus développée, on va dans un mur. Hein. Donc, il faut prévoir ça. Merci pour les échanges. En effet, l'idée est de construire un parcours patient et que moi, je serai votre première interlocutrice pour que nous puissions mettre cela en place. Là, juste une petite carte pour terminer sur les différents lieux où nous sommes présents à l'heure actuelle. L'idée est d'encore plus les développer. Donc, c'est pour ça que j'accentuais sur les centres socioculturels qui peuvent aussi nous permettre de faire ce type de dépistage si les locaux le permettent, les CCAS et les différentes collectivités territoriales. Donc là, c'est notre mission d'être en lien avec eux jusqu'à l'automne pour qu'on puisse encore être au plus près des différents acteurs du territoire, mais aussi des futurs patients et patientes. C'est simple, hein, en fait, le patient, vous lui dites si vous voulez une évaluation, une prévention, il scanne. En scannant, il va être envoyé à la boîte mail et la secrétaire le rappellera en lui disant vous êtes près du centre 11, c'est tel endroit, je vous donne un rendez-vous pour tel jour, etc. C'est assez simple. L'idée pour nous, c'est avant la fin de l'année, c'est qu'on puisse, et là, ça sera qu'on puisse se mettre sur Doctolib. Pour que là, il n'y a même plus très facilement, en fait, le patient ou le pharmacien, ou les deux, puissent directement prendre un rendez-vous sur Doctolib à l'endroit où ça lui convient le mieux. Voilà. Merci beaucoup, Dr Laure de Decker et Madame Langlois. Merci pour cette présentation. N'hésitez pas à recontacter l'URPS pharmacien des Pays de la Loire à son adresse mail. Si vous avez d'autres questions, nous, on les transférera. Vous avez eu aussi dans le diaporama l'adresse mail de l'EMGT. Et puis, évidemment, on enverra toutes les informations à la suite de ce webinaire.